Mes parents et ma sœur sont arrivés avec des heures de retard à mon mariage, et ma sœur a même amené quelques amis stupides. Mais le pire, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Je m'appelle Tessa Rhodes. J'ai 32 ans et ce jour-là était censé être le plus beau jour de ma vie. L'air du domaine de campagne dans l'Ohio portait le parfum des fleurs sauvages et du champagne. Les invités occupaient chaque siège, l'orchestre jouait doucement et la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres en bois, peignant tout d'une lueur chaleureuse. Tout semblait parfait, à l'exception des 3 chaises vides au premier rang. Quand la musique s'est arrêtée, j'ai réalisé que ma famille n'était toujours pas arrivée. Je n'arrêtais pas de me dire qu'ils devaient être en route. Peut-être coincés dans les embouteillages. Peut-être que quelque chose d'inattendu s'était produit. Logan, mon mari, attendait à l'hôtel avec un sourire calme qui dissimulait à peine son inquiétude. Ses yeux ont croisé les miens, doux mais anxieux. L'organisatrice du mariage s'est penchée pour demander si nous devions commencer, mais j'ai secoué la tête. J'ai dit que nous attendrions. Je ne voulais pas commencer sans eux. Le temps passait lentement, chaque minute plus lourde que la précédente. Les chuchotements se sont intensifiés parmi les invités. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité. Je serrais mon bouquet fermement, mes mains tremblaient. Chaque seconde me semblait être une nouvelle petite fissure qui se formait dans ma poitrine. Puis, juste au moment où le soleil commençait à décliner, j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Mon cœur a bondi. Une voiture s'est arrêtée au portail. C'était la voiture de mes parents, et Camille, ma sœur, en est sortie avec eux. Ils riaient, bavardaient, souriaient comme si de rien n'était. Les cheveux de Camille brillaient sous la lumière, ses lunettes de soleil captant chaque reflet. Elle marchait en avant avec assurance, entourée d'amis que je n'avais jamais rencontrés, comme si elle arrivait à sa propre célébration. La foule s'est tue. L'expression de Logan est passée de la confusion à la déception. Mon estomac s'est noué. Mais le pire n'était pas son entourage. C'étaient les mots que Camille a prononcés ensuite. Ceux qui ont transformé le jour de mon mariage en un souvenir que je n'oublierai jamais. Que feriez-vous si votre propre famille arrivait avec des heures de retard à votre mariage? Dites-le moi dans les commentaires. Bien avant le mariage, il y avait des signes que j'ai choisi d'ignorer. Ma maison d'enfance se trouvait dans une rue calme de la banlieue de l'Ohio, un endroit où les pelouses étaient soigneusement tondues et où chaque soir sentait légèrement le détergent à lessive et l'herbe coupée. Mon père, Richard, travaillait de longues heures comme ingénieur électricien. Ma mère, Nancy, gérait un petit restaurant familial en centre-ville. Sur le papier, nous ressemblions à une famille parfaite, mais la perfection cache souvent les fissures qui façonnent ce que nous devenons. D'aussi loin que je me souvienne, Camille était le centre de tout. Elle avait une voix qui remplissait chaque pièce et une présence qui attirait les gens. Ma mère adorait cela chez elle, l'appelant notre petite étoile chaque fois que des invités venaient. Quand Camille parlait, tout le monde écoutait. Quand j'essayais d'ajouter quelque chose, la conversation passait à côté de moi comme si j'étais invisible. Au début, je pensais que c'était ainsi que fonctionnaient les familles, que certaines personnes étaient destinées à briller plus que d'autres. Quand je suis devenue adolescente, j'avais déjà appris ma place. Mon père rentrait fatigué, souvent avec sa mallette encore ouverte pendant que la télévision jouait doucement en arrière-plan. Il intervenait rarement lorsque Camille et moi nous disputions. Si elle élevait la voix, il soupirait et ne disait rien. Si je pleurais, il me tapotait l'épaule et me disait de ne pas empirer les choses. Le silence est devenu le rythme de notre maison, et j'ai appris à m'y adapter. Ma mère avait une façon de faire l'éloge de Camille qui sonnait comme une critique à mon égard. Quand j'obtenais un A à un test de sciences, elle souriait et disait « Camille l'a fait en premier ». Quand j'ai intégré l'équipe de football, elle m'a rappelé que Camille avait été capitaine à mon âge. Chaque succès de ma part me semblait emprunté, comme si je marchais sur un chemin déjà pavé par quelqu'un d'autre. J'ai arrêté de rivaliser, non pas parce que je ne pouvais pas suivre, mais parce que j'étais fatigué de prouver que je méritais d'exister dans la même pièce. Les tâches ménagères sont devenues mon territoire tranquille. Je faisais la vaisselle pendant que Camille répétait pour sa pièce de théâtre scolaire. Je pliais le linge pendant qu'elle se préparait pour une autre compétition de débat. Ma mère disait que c'était bon pour moi d'être serviable et humble. Je me disais qu'elle avait peut-être raison, qu'être utile était une autre forme d'amour. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était juste une autre façon de ne pas déranger. Il y a eu des moments où j'ai essayé de combler la distance.
Une fois, j'ai demandé à Camille de m'aider pour un projet. Elle a ri et a dit qu'elle n'avait pas le temps pour quelque chose d'aussi simple. Ma mère a entendu et m'a dit de ne pas le prendre personnellement. Ta sœur est occupée avec des choses plus importantes, a-t-elle dit, comme si cela excusait tout. Je me souviens être retourné dans ma chambre et avoir fixé le plafond, me demandant pourquoi il semblait mal de vouloir de l'attention de ma propre famille. Le silence de mon père est devenu la toile de fond de chaque conflit. Quand il parlait, ses mots n'avaient aucun poids. Vous les filles, vous vous arrangerez. Disait-il souvent, puis il disparaissait derrière son journal. La règle tacite était que la paix était plus importante que l'équité. Et dans notre maison, la paix signifiait faire semblant. J'ai si bien appris cette leçon qu'elle m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. En y repensant maintenant, je vois à quel point je me suis perdu en essayant d'être la personne discrète. Je me disais que l'amour signifiait la patience, qu'être invisible signifiait être bonne. Chaque sourire que je forçais, chaque excuse que je présentais pour des choses qui n'étaient pas de ma faute a façonné la femme que je suis devenue. L'approbation de ma mère était toujours juste hors de portée, et l'ombre de Camille s'étendait sur tout ce que j'essayais de construire. À l'époque, je pensais que le silence maintenait la famille unie. Je comprends maintenant. Il ne faisait que me garder petite. Ces années m'ont appris à endurer, à attendre, à me rétrécir pour m'adapter à l'espace qui m'était accordé. Et cette conviction que la paix signifiait le calme allait me hanter lorsque ce même silence est revenu le jour de mon mariage. 3 mois avant le mariage, Camille a appelé pour la première fois depuis des années. Sa voix est parvenue au téléphone avec une clarté troublante, trop douce, trop familière pour quelqu'un qui avait été absent si longtemps. Elle a dit qu'elle voulait aider à planifier mon mariage. J'ai hésité, ne sachant pas si c'était sa façon de faire la paix, ou simplement de trouver une scène sur laquelle se tenir à nouveau. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté qu'elle avait déjà parlé à notre mère et qu'elle pensait toutes les deux que ce serait amusant de collaborer. J'ai dit que cela semblait bien, même si chaque instinct en moi me murmurait d'être prudente. Notre mère était ravie. Elle a appelé le soir même, sa voix vivante d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle m'a dit à quel point c'était merveilleux que Camille veuille s'impliquer, comment je devrais apprécier le geste, comment des moments familiaux comme ceux-ci n'arrivent pas 2 fois. J'ai écouté, souriant à moitié, traçant des cercles sur le comptoir de la cuisine pendant que Logan versait du thé à côté de moi. Il a haussé les sourcils quand je lui ai dit de quoi parlait l'appel, mais il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux ce que l'aide signifiait habituellement dans ma famille. Quelques jours plus tard, Camille a envoyé une liste de suggestions. Elle est arrivée sous la forme d'un long courriel rempli de liens vers des lieux de luxe dans le centre-ville de Columbus, des fleuristes, des options de traiteurs et même un styliste qui, selon elle, pourrait rehausser le look. Son ton était poli, professionnel, presque persuasif. Un lieu en ville, écrivait-elle, reflèterait mieux votre nouvelle vie. J'ai fixé l'écran un moment, relisant la phrase encore et encore. C'était beau, mais ce n'était pas moi. J'avais déjà choisi un domaine de campagne près de la rivière, calme et simple, entouré de chênes et de champs dorés. C'était un endroit où je me sentais calme. J'ai répondu poliment, la remerciant, mais en expliquant que Logan et moi voulions garder la cérémonie petite et personnelle. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Tu devrais vraiment écouter ta sœur. Elle sait ce qui est élégant. Les mots m'ont piqué plus que je ne l'aurais cru. Je lui ai dit que j'étais contente de nos projets. Elle a soupiré, a dit que j'étais têtue, et a terminé l'appel brusquement. Ce petit échange a provoqué une douleur familière dans ma poitrine, la même que j'avais ressentie si souvent en grandissant. Chaque fois que j'osais choisir différemment, Logan remarquait que j'étais silencieuse ce soir-là. Nous nous sommes assis ensemble sur le porche, regardant la lumière s'estomper sur le jardin. Il a tendu la main, a pris la mienne, et a dit doucement, « Tu ne dois à personne le contrôle de ton mariage, Tess. C'est censé être ton jour. » Sa voix portait une fermeté qui m'a ancré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. J'ai hoché la tête, me promettant que je ne laisserais pas cela devenir une autre bataille. Mais les batailles dans ma famille ne s'annonçaient jamais. Elles commençaient tranquillement, avec de petites remarques et des sourires polis qui se transformaient plus tard en quelque chose de plus lourd. Au cours des semaines suivantes, Camille a appelé plus souvent. Elle disait avoir des relations qui pouvaient obtenir des réductions sur les décorations,
qu'elle connaissait un ami qui pouvait concevoir de meilleures invitations que celles que j'avais commandées. Chaque suggestion était présentée comme une faveur, mais derrière elle se cachait une insistance subtile sur le fait que mes choix n'étaient pas suffisants. J'ai commencé à me sentir observé, même de loin. Des fournisseurs ont commencé à appeler pour confirmer des mises à jour que je n'avais jamais faites. La fleuriste a mentionné des changements dans la conception du bouquet que je n'avais pas demandé. Le gérant du lieu m'a envoyé un courriel concernant une nouvelle installation d'éclairage que quelqu'un d'autre avait approuvé. Quand je remontais le fil, il menait toujours à Camille. Elle avait commencé à contacter les gens directement, se présentant comme aidant à la coordination de la mariée. Logan s'est frustré, proposant d'intervenir, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas transformer notre mariage en zone de guerre. À la place, j'ai envoyé un court message à Camille la remerciant pour son enthousiasme, mais lui demandant de me laisser gérer les choses à partir de maintenant. Sa réponse a été instantanée et sèche. J'essayais seulement de m'assurer que tu ne te mettes pas dans l'embarras. J'ai fixé les mots pendant un long moment, la vieille blessure en moi s'ouvrant une fois de plus. Cette nuit-là, j'ai supprimé la chaîne de courriel et j'ai dit à Logan que nous garderions tout petit, privé et simple, comme nous l'avions prévu. Je ne lui ai pas dit à quel point je me sentais mal à l'aise, ni à quel point j'étais certaine que Camille n'en avait pas fini. Quelque part au fond de moi, je savais déjà que ce n'était que le début. Une semaine avant le mariage, tout a commencé à sembler étrange. Cela a commencé par une photo que Camille a publiée en ligne. Elle se tenait devant un miroir, vêtue d'une longue robe blanche, sa main touchant délicatement ses cheveux. La légende disait « Je n'arrive pas à croire que c'est presque là ». En quelques heures, des dizaines de commentaires ont afflué, des émojis en forme de cœur, des félicitations, et des gens supposant qu'elle était la mariée. Je regardais mon écran, incrédule. Je lui ai envoyé un message privé, en essayant de garder un ton calme. « Camille, pourrais-tu retirer cette photo ? Les gens pensent que c'est toi. » Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Détends-toi. C'est juste une robe. » Pas d'excuses, pas d'explication. Juste ces 5 mots qui portaient la même froideur qu'elle avait utilisée toute ma vie. Ma poitrine s'est serrée et avant que je puisse taper quoi que ce soit d'autre, elle a changé sa photo de profil pour une autre photo du même essayage. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a écarté la chose en riant. Elle est juste excitée. Chérie, tu sais comment est ta sœur. Je voulais lui dire que c'était exactement le problème, que Camille transformait toujours l'excitation en spectacle, mais je me suis retenu. J'étais trop fatigué pour me disputer à nouveau. Le ton de ma mère indiquait clairement quel sentiment importait le plus. Mon père a appelé le lendemain soir. Sa voix était douce, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Il a dit qu'il viendrait tôt le jour du mariage pour aider à l'installation. Cela semblait être une petite promesse, mais pour moi, cela signifiait tout. Après des années de silence, même quelques heures de sa présence semblaient un acte d'attention. Je l'ai remercié et j'ai dit à Logan que les choses commençaient peut-être enfin à se calmer. Mais à mesure que les jours passaient et que la liste des invités se remplissait, mon père est redevenu silencieux. Chaque appel que je passais tombait sur la messagerie vocale. J'ai essayé de me convaincre qu'il était juste occupé. Renée, ma plus vieille amie de l'université, est passée quelques jours avant le mariage. Elle a apporté du café et des fleurs, prétendant que c'était une vérification de santé mentale avant le mariage. Dès qu'elle est entrée, son expression a changé. « Tess, est-ce que tout va bien ? L'énergie ici semble tendue. » J'ai ri pour minimiser, mais elle n'était pas convaincue. Elle avait toujours été douée pour sentir quand quelque chose n'allait pas. « Rappelle-toi juste, a-t-elle dit doucement. C'est ton jour, pas celui de quelqu'un d'autre. » Ces mots sont restés longtemps après son départ. Cet après-midi-là, le photographe Miles est passé pour vérifier l'éclairage autour du jardin et de la zone de réception. Pendant qu'il ajustait les réglages de son appareil photo, Camille est apparue de nulle part, vêtue d'une robe en soie pâle qui scintillait au soleil. Elle s'est approchée de lui et a demandé d'un ton trop désinvolte pour être innocent. « Alors, tu penses que je suis mieux en photo à la lumière naturelle ou sous des lustres ?» Miles a clairement hésité, ne sachant pas comment répondre. J'ai croisé son regard vers moi, ses yeux s'excusant. Puis j'ai entendu la voix de Camille baisser jusqu'à un murmure. « Pauvre Tessa. Elle essaie tellement. » Les mots ont coupé plus profondément que je ne voulais l'admettre.
Miles a fait semblant de ne pas entendre et a continué à travailler, mais l'atmosphère avait changé. Même les oiseaux semblaient plus silencieux, comme si tout le jardin s'était arrêté pour observer. Ce soir-là, je me tenais seul sur le porche, le ciel s'estompant dans une nuance de violet meurtri. Logan est sorti et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, bien que la vérité soit lourde dans ma gorge. Quelque chose en moi savait que le calme ne durerait pas. Je sentais les bords de la tempête se rassembler, et pour la première fois, je me suis demandé si mon mariage me semblerait même être le mien. Quand les portes en bois se sont ouvertes, j'ai cru que le soulagement viendrait. Il n'est pas venu. La cérémonie avait déjà été retardée de 2 heures. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, s'éventant avec des programmes pliés. Le bavardage autrefois animé s'était transformé en murmures agités. L'orchestre avait cessé de jouer une demi-heure plus tôt, leurs instruments reposant silencieusement à côté de la scène. L'air à l'intérieur de la salle semblait épais, comme un souffle partagé qui refusait de se libérer. J'ai essayé de sourire à Logan, mais mes lèvres semblaient lourdes, mes joues raides. Il a attrapé ma main, la serrant doucement, et ce simple geste a été la seule chose qui m'a empêché de partir. Puis le bruit des portières de voiture a résonné de l'extérieur. Les têtes se sont tournées, ma poitrine s'est serrée en les voyant à travers l'arche ouverte. Camille est entrée la première, ses cheveux coiffés comme si elle défilait sur un podium, suivie de mes parents et d'un petit groupe de ses amis. Ils riaient en entrant, parlant fort comme s'ils étaient entrés dans une fête, pas dans une cérémonie qui les attendait depuis des heures. Ma mère a salué les invités avec un sourire d'excuse qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père a complètement évité mon regard. Camille s'est arrêtée près de l'allée, jetant un coup d'œil autour d'elle comme pour inspecter le décor. Endroit mignon, a-t-elle murmuré assez fort pour que plusieurs invités l'entendent. Les mots n'étaient pas cruels en eux-mêmes, mais le sourire narquois qui a suivi les a transformés en quelque chose de tranchant. Quelques invités ont échangé des regards. Je sentais chaque paire d'yeux passer de l'un à l'autre entre nous. La main de Logan s'est resserrée. Nous avons finalement commencé. La voix de l'officiant tremblait légèrement en accueillant tout le monde. La tension dans l'air était presque visible. Mon père était censé lire une courte bénédiction avant les vœux. Il s'est levé, dépliant le petit papier qu'il avait gardé dans sa poche. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il lisait la première ligne. Au moment où il commençait à parler, un grand bruit a rompu le silence. Une des amies de Camille avait fait tomber son téléphone sur le sol en bois. Le son a rebondi dans la pièce comme une gifle. Elle s'est penchée pour le ramasser, chuchotant une excuse à travers un gloussement. Camille a ri aussi, essayant de prendre la chose à la légère. Et soudain, le moment dont j'avais rêvé pendant des années m'a semblé cheap, comme une scène en train d'être ruinée en temps réel. La voix de mon père affaiblit. Il m'a regardé, puis ma mère, et a continué, ces mots à peine audibles. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. Quand il a terminé, ma mère s'est levée pour apaiser la tension. C'est une si belle journée, a-t-elle dit doucement, souriant vers Camille, comme pour demander son approbation. Camille a incliné la tête et a souri en retour, ce même regard entendu qui me faisait toujours sentir petite. Logan est resté silencieux à côté de moi. Ses yeux étaient calmes, mais je pouvais sentir la colère qu'il refusait de montrer. L'officiant nous a invités à prononcer nos vœux. Je me suis tourné vers Logan et pendant un bref instant, la pièce a disparu. Ses yeux étaient stables, m'ancrant. J'ai commencé à parler, ma voix tremblante mais sincère. Les invités se sont penchés, écoutant. Cela aurait pu être paisible sans le bruit de quelqu'un qui chuchotait près du fond. Camille se penchait vers une de ses amies, marmonnant quelque chose, et elles ont toutes les deux ri doucement. Mon estomac s'est noué. L'officiant a jeté un regard nerveux dans sa direction, mais n'a rien dit. J'ai continué le reste de mes vœux. Logan a prononcé les siens ensuite, sa voix basse et sûre, et j'ai presque cru que tout irait bien. Mais alors que les alliances étaient apportées, Camille s'est levée. Le grattement de sa chaise a fait tourner tout le monde. Elle a souri largement, les yeux brillants sous le lustre, et a dit quelque chose qui a figé toute la pièce. Le son de ses mots ne m'a pas complètement atteint. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. La conversation s'est arrêtée. Quelqu'un a laissé tomber sa coupe de champagne. Le silence qui a suivi était complet, lourd, insupportable. Logan s'est tourné vers moi, son expression vide, sa mâchoire serrée.
Je sentais mon propre visage se vider de sa couleur, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Je ne le savais pas alors, mais ce moment, les mots que Camille avait choisi de dire, allaient tout changer. 2 jours plus tard, un courriel de Miles est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet ne contenait qu'un seul mot, image. Pendant un instant, j'ai cru qu'il envoyait juste quelques photos supplémentaires du mariage. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, incertaine de l'ouvrir. La curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait un court message. Je pensais que tu devrais voir ça avant que je ne le supprime. En pièce jointe se trouvait un seul fichier vidéo intitulé Derrière la scène. Logan était assis à côté de moi, son bras reposant sur le dossier de ma chaise, lisant le message par-dessus mon épaule. Nous avons échangé un regard silencieux, du genre qui portait plus de sens que les mots ne pourraient en gérer. J'ai cliqué sur lecture. L'écran s'est animé avec une prise de vue tremblante du jardin avant la cérémonie. Des chaises étaient en train d'être disposées. Des rubans flottaient dans la brise. Les invités se déplaçaient paresseusement sous la lumière du soleil. Puis la caméra s'est tournée vers l'entrée. Camille se tenait là avec ses amis, habillée tôt, radieuse et posée comme si c'était son propre spectacle. Son rire a percé le bruit de fond, clair et confiant. Faisons en sorte que ce soit le mariage que personne n'oublie, a-t-elle dit, rejetant ses cheveux en arrière tandis que les autres riaient. Ce n'était pas enjoué. C'était délibéré. Dans le coin de l'image, ma mère se tenait près d'une colonne, ajustant son bracelet. Elle n'a pas réagi, n'a pas interrompu, n'a même pas semblé mal à l'aise. Quand Camille a répété sa phrase plus fort, ma mère a souri. Un petit sourire entendu, du genre qui confirmait qu'elle avait entendu et que cela ne la dérangeait pas. Quelque chose en moi s'est contracté. Ce n'était pas seulement la cruauté de Camille qui faisait mal. C'était le silence de ma mère. Logan s'est penché, les sourcils froncés. Elle savait, a-t-il dit doucement. Son ton n'était pas surpris, seulement fatigué. Je ne pouvais pas le regarder. J'ai rejoué la phrase, entendant la voix de Camille résonner dans la pièce, nette et confiante, chaque mot une nouvelle blessure. La vidéo a continué, montrant des fragments de moments avant la cérémonie. Camille ajustait son rouge à lèvres, posant devant le miroir. Au moins, les lumières bon marché me feront ressortir. A-t-elle marmonné, provoquant les rires de ses amis. J'ai mis la vidéo en pause. Mon estomac s'est noué en regardant l'image figée de son visage souriant. Logan a demandé gentiment. Tu veux leur envoyer ça? Sa question portait un autre sens. Voulais-je vraiment rouvrir cette porte? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que tout cela était un malentendu, que quelqu'un prendrait enfin mon parti. J'ai transféré la vidéo à ma mère avec une seule ligne. Je pense que tu devrais voir ça. Puis j'ai attendu. Les minutes se sont transformées en heures. Quand sa réponse est arrivée, c'était une seule phrase. Tu réagis de manière excessive. Je l'ai lu à voix haute, ma voix tremblante. Logan a soupiré et a passé une main dans ses cheveux. Mon téléphone semblait plus lourd qu'avant. J'ai commencé à taper, tu étais là. Tu l'as entendu. Puis j'ai effacé. À quoi bon? Ma mère avait toujours choisi la paix, mais ce n'était jamais la paix pour moi. C'était le genre de paix qui signifiait faire semblant que rien n'allait mal. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Le ciel au-dessus de la rivière Ohio était gris, l'air épais d'une sorte d'immobilité qui ressemblait à l'attente d'une pluie qui ne venait jamais. Logan est venu derrière moi et a passé ses bras autour de mes épaules. Sa chaleur était stable, ancrante, mais je sentais quelque chose en moi s'estomper. Je crois que j'ai fini d'essayer, ai-je chuchoté. Les mots sont sortis doucement, mais une fois dit, ils semblaient définitifs. Pendant des années, j'avais essayé de réparer quelque chose qui ne voulait pas être réparé. En regardant cette vidéo, en entendant la voix de ma mère me rejeter à nouveau, j'ai compris que le lien pour lequel je me battais s'était brisé il y a longtemps. Je suis retourné au bureau, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai supprimé le courriel. Le bruit du ventilateur a rempli le silence. Logan a embrassé le côté de ma tête et n'a rien dit. La maison semblait immobile, mais pas vide. J'ai inspiré lentement, réalisant que ce moment, cette clarté silencieuse et douloureuse, n'était pas une perte. C'était une libération. Le vendredi,
je suis retourné en voiture chez mes parents. La route s'étendait longue et vide, et plus je me rapprochais, plus l'air devenait lourd. Les clôtures blanches, les étayers, la boîte aux lettres à la peinture écaillée. Rien n'avait changé. Pourtant, tout semblait étranger. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là un moment, regardant les rideaux bouger légèrement à la fenêtre du salon. Quelqu'un était à la maison. Je n'étais pas sûr si cela me réconfortait ou si cela empirait les choses. Quand je suis finalement entré, l'odeur de cire au citron et de café remplissait le couloir. Mon père était assis dans son fauteuil, lisant le journal comme si cela pouvait le protéger. Il a levé les yeux, surpris, puis les a immédiatement baissés. « Tessa » a-t-il dit doucement, pliant le journal avec une précision soignée. Ma mère est sortie de la cuisine, son expression tendue, ses mouvements vifs. « Nous ne t'attendions pas » a-t-elle dit. Je pouvais entendre le tremblement derrière son sang-froid. Camille est apparue un instant plus tard, pieds nus, téléphone à la main, souriant comme si de rien n'était. « Waouh, regardez qui est de retour » a-t-elle dit, son ton léger, mais ses yeux vifs. « Tu te poses toujours en victime. Essaie peut-être de laisser tomber pour une fois. » Ces mots ont traversé la pièce comme un air froid. J'ai pris une lente respiration et j'ai posé mon sac sur la table. « Je ne suis pas venu pour me disputer » ai-je dit. « Je suis venu pour vous montrer quelque chose. » Ma voix était stable, mais mon cœur battait la chamade. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la vidéo que Miles avait envoyée et j'ai appuyé sur lecture. Le son des rires a rempli la maison silencieuse. Le rire de Camille. Les mots qui m'avaient hanté toute la semaine ont résonné à nouveau. Faisons en sorte que ce soit le mariage que personne n'oublie. L'écran montrait ses amis en train de rire. Ma mère se tenant à proximité, souriant faiblement. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. La main de ma mère est montée à sa bouche. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le sourire narquois de Camille a vacillé. Je regardais leur visage plus que l'écran. Chaque réaction racontait une histoire différente, choc, culpabilité, honte, déni. Le silence qui a suivi était épais et suffocant. J'ai arrêté la vidéo à mi-chemin et j'ai levé les yeux. « Vous vous souvenez de ça » ai-je demandé doucement. Parce que moi, oui. Je me souviens de chaque minute de cette journée. Je me souviens de vous avoir attendu, pensant que peut-être quelque chose s'était passé, puis de vous voir entrer en riant comme si tout était une blague. Ma mère a secoué la tête, des larmes se formant au coin de ses yeux. « Tessa, je ne savais pas » a-t-elle chuchoté. Mon père s'est passé une main sur le visage, sa voix basse. Nous aurions dû l'arrêter. Camille n'a rien dit. Ses yeux sont restés fixés sur le sol, ses épaules rentrées comme si elles pouvaient se faire toutes petites pour disparaître. Pendant un long moment, personne n'a bougé. L'horloge faisait tic-tac en arrière-plan, fort et implacable. J'ai repris mon téléphone et je l'ai remis dans mon sac. « Vous n'étiez pas en retard » ai-je dit doucement, en croisant le regard de Camille. « Vous avez été cruel. » Elle a tressailli, et j'ai vu les larmes de ma mère couler. Mon père s'est levé, tendant la main comme pour dire quelque chose, mais j'ai reculé avant qu'il ne puisse le faire. « Ce n'est pas grave » ai-je dit, ma voix étonnamment calme. J'avais juste besoin de le dire une fois. Pas pour vous blesser, pas pour me battre, mais pour arrêter de le porter. Je me suis tourné vers la porte. Les lattes du plancher ont grincé sous mes chaussures, le même son qu'elles avaient fait toute mon enfance. Mais cela semblait différent maintenant, plus léger en quelque sorte. En sortant, l'air du soir m'a accueilli comme une libération. Le poids qui avait habité ma poitrine pendant des années a commencé à se soulever, ne laissant que le silence. Je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois, je n'en avais pas besoin. Un an plus tard, les hivers froids de l'Ohio ne semblaient plus si lourds. L'air portait toujours la même morsure vive, mais il ne s'installait plus dans ma poitrine. La vie s'était apaisée, adoucie à son propre rythme. Logan et moi avions ouvert un petit studio de photographie de mariage près du lac Erie, un endroit où l'eau reflétait chaque couleur du ciel. Nous l'avions appelé le studio du phare, un nom qui nous rappelait comment la lumière pouvait trouver son chemin même à travers les jours les plus sombres. Les matinées commençaient avec le son des mouettes à l'extérieur et l'arôme du café qui infusait dans l'arrière-salle. Logan s'occupait de la plupart des retouches tandis que je prenais les portraits. Parfois,
Lorsque les couples posaient sous la lumière dorée de l'après-midi, je me surprenais à sourire de leur joie, non pas avec envie, mais avec paix. J'avais autrefois craint que mes propres souvenirs de mariage ne me hantent pour toujours. Mais maintenant, ils me semblaient lointains, estompés, comme une vieille photographie rangée en lieu sûr. Le nom de Camille a refait surface un après-midi dans une chaîne de courriel professionnel. Quelqu'un avait transféré un fil de discussion sur une agence de relations publiques qui avait perdu plusieurs contrats après qu'une vidéo divulguée ait embarrassé un dirigeant clé. Le clip était court mais reconnaissable. Camille riant, rejetant ses cheveux en arrière, répétant ces mêmes mots. Faisons en sorte que ce soit le mariage que personne n'oublie. Il avait tranquillement fait son chemin dans les cercles de l'événementiel et des médias. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'ai pas ressenti de vengeance, juste une étrange immobilité. La vie s'était chargée de la confrontation pour moi. Quelques semaines plus tard, une enveloppe est arrivée. L'écriture de ma mère couvrait le devant, bouclée et soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages. Elle écrivait sur la culpabilité, sur les nuits blanches, sur la façon dont elle entendait sans cesse ma voix ce jour-là. Elle disait qu'elle comprenait enfin que le silence pouvait blesser aussi profondément que les mots. Glissé derrière se trouvait un petit mot de mon père. Juste une ligne. Je suis désolé d'avoir été silencieux. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis j'ai plié les pages et je les ai placées dans une boîte en bois sous mon bureau. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une conclusion, une douce pause plutôt qu'une fin. Renée est venue un samedi après-midi pour m'aider à décorer le nouvel espace du studio. Elle a apporté des pâtisseries, des échantillons de peinture fraîche et son énergie habituelle qui remplissait chaque coin silencieux. Nous avons accroché des rideaux en lin doux, ajouté de la lavande en pot près de la fenêtre, et réarrangé de vieux cadres photos en une mosaïque de lumière. Quand nous avons terminé, elle a reculé, les mains sur les hanches, et a dit « Cet endroit te ressemble maintenant ». Nous avons ri, un rire facile et libre, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. À la tombée du soir, la lumière a baissé, transformant le lac à l'extérieur en argent liquide. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai regardé le monde se calmer. Quelque part au loin, ma famille vivait sa propre version de la vie. Peut-être plus silencieuse, peut-être plus lourde. Je n'avais pas besoin de savoir. Ce qui importait, c'est que la mienne me semblait enfin complète. Je pensais que couper les ponts avec sa famille signifiait la haine, mais c'est choisir la paix. Je peux les aimer de loin sans les laisser me blesser à nouveau. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Si vous avez déjà été blessé par des personnes que vous aimez, j'espère que vous avez trouvé ici un petit peu de force. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a aidé à guérir ou à aller de l'avant. Vos mots pourraient rappeler à quelqu'un que s'éloigner n'est pas abandonner. C'est une façon de commencer à s'aimer soi-même.